Je vous présente dans ce cours, d'une manière simplifiée, la distinction qu'il y a entre ces trois notions. Le résultat, la capacité d'autofinancement et le cash flow. Cette distinction entre ces trois notions sont indispensables pour comprendre la finance en général. Et l'analyse financière, et plus précisément l'évaluation des projets d'entreprise pour investissement par exemple, se base largement sur ce principe de cash flow, ou ce qu'on appelle en finance flux de trésorerie. Je pense que dans un premier temps, il est important de faire cette séparation entre la notion de trésorerie et la notion de résultat en général. Quand on parle de la trésorerie, on parle de l'argent liquide de la société, que ce soit à la banque ou à la caisse de l'entreprise. Et la confusion que les débutants dans cette matière font, c'est de confondre cette trésorerie avec le résultat net de l'entreprise. Ça me paraît essentiel à ce stade de bien faire cette distinction. Tiens, je vais vous l'expliquer avec un exemple simple sur base de ces deux documents. Je prends une entreprise avec un capital de 100 et des dettes de 80. Avec ses ressources financières, l'entreprise a investi dans l'actif immobilisé 120, l'actif circulant, on va dire 40, et le reste de l'argent est déposé à la banque, c'est-à-dire 20. Pour le moment, ce 20 représente la trésorerie de l'entreprise. Pour pouvoir comparer cette trésorerie avec le résultat, on va imaginer quelques activités de cette entreprise qui dégageraient un résultat. Imaginons que cette entreprise achète des marchandises, on va dire à 30. Alors comment on peut inscrire cet achat de marchandises au niveau du bilan et compte de résultats? L'achat de marchandises, c'est une charge, il y aura une augmentation de charge de 30 et il y aura aussi une dette fournisseur de la même valeur 30. On suppose qu'il y a un délai de paiement pour payer le fournisseur. Je vais ajouter une deuxième opération qui est la vente de ces marchandises, on va dire à 40. La vente de marchandises en comptabilité s'inscrit au niveau produit. Et ce qui va faire la contrepartie de ce produit, c'est les créances clients qui vont s'ajouter à l'actif circulant. Bien sûr, en supposant que le client ne paye pas immédiatement sa facture. Je vais ajouter ici client 40. Et donc, vous voyez bien qu'à la fin de l'année, si on reste avec ces données, l'entreprise va enregistrer un résultat positif. C'est la différence entre 40 et 30, ce qui fait un résultat de 10. Et vous remarquez bien qu'à travers cet exemple simple, notre trésorerie n'a pas bougé. Ça reste à 20 et l'entreprise réalise un résultat de 10. Et on peut imaginer d'autres opérations pour bien saisir cette différence, comme par exemple le paiement par le client de cette facture de 40, qui va venir augmenter notre trésorerie de 40. Donc on aura à la banque 60 au lieu de 20. Et ce 60 représente la trésorerie de l'entreprise, qui est tout à fait différente du résultat de 10. Et si je paye la facture de ce fournisseur, la banque va diminuer de 30 et cette dette aussi va s'effacer, ce qui ramènera la trésorerie à 30 dans ce cas. Je pense que c'est évident avec ces petits exemples la distinction entre la trésorerie de l'entreprise et le résultat net. On peut avoir un résultat net tellement élevé alors que la trésorerie est presque à zéro. Et l'inverse est vrai aussi. Alors, l'un des problèmes d'un point de vue financier de l'évaluation de l'entreprise consiste par exemple dans certains éléments comptabilisés comme charges, mais qui ne donnent pas lieu à un flux potentiel de la trésorerie, comme par exemple la perte de la valeur constatée dans l'actif immobilisé qui doit s'inscrire comptablement comme une charge. C'est une obligation légale, mais cette charge-là n'a aucun impact sur la trésorerie de l'entreprise.
Et ça, par exemple, un financier n'aime pas trop. Ou par exemple, l'inscription de certains produits qui n'ont aucun effet sur la trésorerie, comme les reprises de provisions par exemple. On parlera de tous ces cas en détail dans cette partie de l'analyse financière. Qu'est-ce que ça veut dire la CAF, la capacité d'autofinancement? Et comment on peut distinguer la CAF du cash flow, ou ce qu'on appelle les flux de trésorerie. Ces deux indicateurs financiers sont similaires, mais il y a une petite différence entre les deux, c'est que au niveau de la CAF, et je vais vous expliquer ça en détail, on prend en compte le flux de trésorerie potentiel, alors que le cash flow représente tous les mouvements de liquidité qui rentrent et sortent effectivement de la trésorerie de l'entreprise. En fait, l'idée derrière ces indicateurs est très simple. Je vous donne un exemple pratique. Pour tout projet d'entreprise, l'objectif principal, c'est de faire des bénéfices. Et la nature de ces bénéfices, ce n'est pas des biens matériels, mais c'est de l'argent. Mais aussi, pour faire fonctionner un projet d'entreprise, il faut aussi de l'argent. Donc, au final, pour évaluer un projet d'entreprise, il suffit de regarder l'évolution de cet argent généré par ce projet comparativement à l'argent dépensé pour le faire fonctionner et l'entretenir. Au final, ces indicateurs sont des indicateurs financiers qui permettent d'évaluer la performance d'une entreprise sans même connaître la complexité de la comptabilité. Alors, il faut faire attention, cet argent dégagé par cette activité est différent du bénéfice ou du résultat en général. Et dans cet argent, on peut distinguer entre l'argent effectivement généré par l'entreprise. Dans ce cas, on est dans la notion de flux de trésorerie ou cash flow en anglais. Mais aussi, on peut prendre en compte l'argent potentiel que l'entreprise a généré, que cet argent soit déjà sur un compte bancaire de la société ou au contraire, l'entreprise va le recevoir des clients plus tard. Et dans ce cas, on parle de la CAF. Et par rapport à la CAF aussi, il ne faut pas confondre ça avec le bénéfice. Car dans ce bénéfice, on comptabilise des charges qui ne donnent pas lieu à une sortie d'argent de la banque ou de la caisse de l'entreprise, comme les amortissements et provisions. Mais aussi, on comptabilise dans le calcul de ce bénéfice des produits qui ne sont pas encaissables, c'est-à-dire qui ne donnent pas lieu à une rentrée d'argent effective dans la trésorerie de l'entreprise. Je pense que c'est important de vous illustrer ça par un exemple clair et simple pour faire la distinction entre la CAF, le cash flow et le résultat. Bien, pour cela, on va voir en pratique comment ça évolue ces indicateurs pour bien les distinguer. Je vais me baser sur le bilan et le compte de résultat. Je pense que vous êtes familier avec ces deux documents si vous avez suivi les autres cours avant. Ouais, je sais, je suis très rapide en écriture, mais en attendant quand même que je finisse cet exemple de bilan, je vais noter à côté les trois indicateurs, le résultat, la CAF et le cash flow. On va voir la variation de ces trois indicateurs au fur et à mesure que cette activité se développe. Et en même temps, vous allez visualiser la différence qu'il y a entre ces trois indicateurs, mais aussi de capter l'intérêt de chacun de ces indicateurs. Allez, on commence cette activité. On va dire que ce bilan, c'est un bilan initial. Et donc, on va suivre cette activité et en même temps, on va noter la variation qu'il y aura sur ces éléments. Comme première opération, je peux noter vente de marchandises, 8 000 €. Je vais supposer que ces marchandises vendues viennent bien sûr du stock et je vais supposer que ça a été acheté à 5 000 €. Donc, au niveau des charges, on va avoir le coût d'achat des marchandises vendues, 5 000 €. Je vais varier aussi le stock de marchandises, même si cette opération se fait à la fin de l'année. La valeur de notre stock passe à 10 000 €, puisque 5 000 € des marchandises ont été vendues à 8 000 €. Donc les marchandises, on va avoir ici 10. La vente de ces marchandises va augmenter les créances clients de 8 000 €. Donc au niveau du compte client, on va avoir 5 plus 8, ça fait 13.
Et jusqu'à l'instant, avec cette opération, on va avoir aussi un résultat que je vais ajouter ici au passif égale la différence entre les produits et les charges. 8 moins 5, ça fait 3. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre dans cette logique. Si l'entreprise ne fait que cette opération pendant l'année, elle va clôturer ce compte de résultat en dégageant un résultat positif de 3. Ce 3, c'est un bénéfice à reporter que l'entreprise ajoute au passif du bilan. Et ce bilan, avec les modifications apportées, ça va constituer le bilan final de l'entreprise, qui est bien équilibré puisqu'on ajoute ici 3. Et de l'autre côté, on ajoute 8 aux clients et on réduit 5 aux marchandises. Ce qui fait 3 aussi. Cela vous donne un bilan final bien équilibré. Je pense que c'est bien d'avoir cette visualisation globale de toutes les modifications à apporter, car ça met en valeur et en évidence la logique de l'enregistrement comptable des opérations. Bien, maintenant on va venir à nos indicateurs ici. C'est quoi le résultat? C'est quoi le cash flow? C'est quoi la CAF? Alors le résultat c'est clair, c'est notre 3000 calculé dans le compte de résultat. Ici, on va calculer simplement la variation en fait de ces indicateurs. Donc le résultat a augmenté de 3 et la capacité d'autofinancement a augmenté ou a diminué à la suite de cette opération. Oui, il s'agit bien d'une question. En attendant que vous réfléchissez à une réponse, je vous rappelle que la CAF est la trésorerie potentielle de l'entreprise, c'est-à-dire la variation potentielle du compte banque. Ici, le compte bancaire n'a pas bougé, n'a pas évolué. Mais on a envoyé une facture de 8 000 € au client, donc potentiellement cette banque va augmenter de 8 000 €. Et il va probablement se diminuer de 5 000 € si ces marchandises ne sont pas encore réglées. Donc le mouvement potentiel de la banque, c'est de recevoir 8 000 € du client et de payer 5 000 € de marchandises. Si on suppose que c'est déjà fait, alors on va comptabiliser que l'augmentation de 8 000 €. Et ce sera bien en fait l'évolution de la CAF de 8 000 €. Mais on va supposer qu'il y a aussi la facture des marchandises qui n'est pas encore réglée. Et cette facture se trouve ici dans les 13. Donc dans ce cas, 8 000 moins 5 000, la CAF va suivre la même évolution que le résultat. Maintenant le cash flow. Le cash flow, c'est la variation effective de la trésorerie, c'est-à-dire de la banque et la caisse de l'entreprise. Alors, puisque la banque n'a pas encore changé, le cash flow reste à 0. Je parle de la variation. Je vais mettre la variation ici 0. Alors, regardez bien ce qui va se passer si l'entreprise décide de payer une facture de 3 000 € au fournisseur. Donc, la dette fournisseur diminuera de 3 000 €, moins 3, et la banque diminuera de 3 000 € aussi. Je vais l'écrire, ici vous aurez 10, et là vous aurez 45. Alors toujours la question, c'est quoi la variation de ces indicateurs à la suite de cette opération? Eh bien c'est clair, le résultat ne va pas changer, ça reste à 3. La capacité d'autofinancement, pareil, ne change pas, reste à 3, car cette variation effective de la trésorerie est déjà comptabilisée dans cette variation, avant même que ça se produise. Et au niveau cash flow, on va avoir une variation de moins 3. Donc on aura ici une baisse de 3, car on passe de 48 à 45 au niveau de la trésorerie. Imaginez maintenant qu'un client paye à la banque 10 000 €. Donc, les créances clients vont diminuer de 10 000 € et la banque va s'augmenter de 10 000 €. Je vais avoir à la banque 55 et simplement 3 au niveau créances clients, ce qui va faire augmenter les cash flows de 10 ici. Donc, ça passera de moins 3 à plus 7. Et toujours le résultat de l'entreprise reste à sa place et la CAF aussi. Maintenant, je vais comptabiliser une opération qui va faire varier tous ces indicateurs. Imaginez par exemple que l'entreprise va amortir son mobilier de 2 000 €. Ça veut dire quoi amortir le mobilier de 2 000 €? Ça veut dire que d'année en année, ce mobilier perd de sa valeur à la suite de son usage. Imaginez par exemple qu'il s'agit des ordinateurs. Chaque année, on suppose que ces ordinateurs perdent de leur valeur à cause de l'usure et de l'évolution technique.
Bien, alors dans ce cas, on va réduire ce mobilier de 2000 euros. Donc je vais avoir ici 28 au lieu de 30. Et puisque c'est une perte de valeur, ça doit s'intégrer aussi dans les charges ici. On va avoir dotation aux amortissements d'une valeur de 2000 euros. Et si je calcule le résultat dans ce cas, je tombe à 1000 euros au lieu de 3. Donc ce résultat change à 1000 euros. Alors ce que je viens de faire ici va faire varier uniquement mon résultat ici. La CAF et le cash flow gardent la même variation, c'est-à-dire il n'y aura aucune influence sur ces deux indicateurs financiers. Je vais avoir une baisse ici de 2, ce qui ramènera le résultat à 1000 euros, alors que le cash flow reste à la même variation et la CAF aussi. Et pourquoi il n'y a pas de variation de ces deux indicateurs à la suite de cette opération d'amortissement? Parce que tout simplement, cette opération n'a aucun impact sur la trésorerie de l'entreprise, que ce soit tout de suite ou plus tard. C'est-à-dire que la comptabilisation de cet amortissement dans les charges ne donnerait aucune sortie d'argent de la trésorerie. Ces 2000 euros, ça reste toujours à la banque et c'est un plan d'investissement. Car chaque année, l'entreprise va comptabiliser 2000 euros et à la fin de la période d'amortissement, l'entreprise va constituer de quoi acheter un nouveau mobilier. Donc ici, comptablement, on considère que cette perte de valeur est une charge, mais financièrement, cet argent-là ne sort pas de la banque, ça ne donne aucun mouvement par rapport à la variation de la trésorerie, que ce soit la trésorerie potentielle ou effective. Pareil pour la question des provisions. Je vais prendre un exemple. On va imaginer que cette entreprise, à la fin de l'année, suppose qu'un client se trouve dans une difficulté à payer sa facture. On va supposer que cette facture s'élève à 1000 euros. Eh bien, par le principe de prudence en comptabilité, la loi autorise à l'entreprise de comptabiliser cette provision dans les charges. Donc dans les charges, on va avoir des dotations de provision de 1000 euros et on va réduire ce client de 1000 euros aussi, ce qui ramènera le résultat à 0. Donc le résultat va descendre à 0. Le cash flow reste à sa place parce que cette provision qu'on vient de comptabiliser n'aura aucun effet sur la banque. Que ce soit tout de suite, maintenant ou plus tard, cette charge de provision ne donnera jamais de sortie d'argent de la banque. Donc, aucune variation au niveau de la CAF et au niveau du cash flow. Par contre, le résultat de l'entreprise diminue à 0. Et l'intérêt de l'entreprise de comptabiliser ses charges, c'est de réduire aussi l'impôt sur les sociétés. Et en même temps, l'entreprise garde très bien cet argent au niveau de la banque. Alors ces types de charges qui ne donnent pas lieu à une variation de trésorerie, on les appelle aussi des charges calculées. On les calcule, mais ça n'a aucun impact sur la trésorerie de l'entreprise. Et on peut aussi avoir des produits calculés qui ne donnent aucun effet à la variation de la trésorerie de l'entreprise. Je vais vous donner un exemple. Imaginez que l'année suivante, par exemple, le client qu'on a supposé être en difficulté ne l'est pas finalement. Et donc, qu'est-ce que doit faire l'entreprise dans ce cas? C'est de comptabiliser une reprise de provision. Et une reprise de provision, ça se comptabilise comme produit, ce qui va faire augmenter les créances clients et aussi le résultat de l'entreprise. Pareil au passif. Mais en même temps, cette reprise de provision n'a aucun effet sur la trésorerie de l'entreprise. Donc, cette variation du cash flow et de la CAF reste à sa place. Mais seul le résultat changera à ce moment en passant à +1. Voilà, je pense que à force d'écrire sur l'écran, tout cela devient illisible. Mais j'espère quand même que vous avez capté et vous m'avez suivi depuis le départ. Je vous ai présenté les trois notions, la CAF, le cash flow et le résultat de l'entreprise. La séparation entre ces trois notions est importante en analyse financière car l'information que reflète chaque indicateur est différente. Et aujourd'hui, je vais vous présenter la méthode de calcul de la CAF, la capacité d'autofinancement. Pour calculer la capacité d'autofinancement, on peut avoir en général deux méthodes que je vous présenterai en détail.
Mais d'abord, globalement, en quoi consistent ces deux méthodes? Mais avant cela, si vous avez assisté au solde intermédiaire de gestion que j'ai gardé dans un schéma illustratif, vous avez ici dans ces soldes intermédiaires de gestion deux étapes importantes pour calculer rapidement la CAF. Vous avez le résultat net qu'on peut ajuster pour arriver à la CAF. Je vais vous expliquer de quelle manière et le sens des modifications à apporter sur le résultat net pour atteindre la capacité d'autofinancement. Et vous avez aussi l'excédent brut d'exploitation qui n'est pas très loin de la CAF, qu'il faut juste ajuster un petit peu en y apportant quelques modifications et vous arriverez à la capacité d'autofinancement. Je vous présenterai aussi les modifications à apporter sur l'OBE pour arriver à la CAF. Ok, maintenant je reviens à mes deux méthodes que je vous présenterai d'abord globalement. La méthode dite soustractive préconisée par le plan comptable général, c'est la méthode qui part de l'excédent brut d'exploitation pour arriver à la CAF en ajoutant des choses et en éliminant d'autres choses. Je vous expliquerai ces modifications qu'on apporte à l'excédent brut d'exploitation pour arriver à la CAF. Et l'autre méthode, dite addictive, qui par contre n'est pas très reconnue par le plan comptable, mais plus rapide. Cette méthode part du résultat net de l'exercice. On ajoute à ces résultats les charges non décaissables et on retire les produits non encaissables. Mais on retire également des produits des cessions d'éléments d'actifs. Je vous expliquerai tous ces éléments en détail et pourquoi faire telle ou telle addition ou soustraction. Mais d'abord, je vais vous présenter cette première méthode. Je garde alors cette deuxième méthode pour plus tard. Alors d'abord, je vous rappelle la notion de l'excédent brut d'exploitation. En fait, cet excédent brut d'exploitation, c'est une sorte de CAF, mais qui ne tient pas compte des charges et produits financiers et des charges et produits exceptionnels. Cette OBE, c'est l'argent en fait généré par l'entreprise par ses seules opérations d'exploitation, c'est-à-dire par son activité principale. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je l'ai déjà fait. Vous pouvez aller voir les cours sur les soldes intermédiaires de gestion. Mais alors, pourquoi au niveau de la CAF, on s'intéresse aussi aux autres produits et charges qui ne relèvent pas de l'activité principale de l'entreprise? Parce que le but de la CAF, c'est de savoir combien d'argent l'entreprise met de côté par l'ensemble de ses activités. Son activité d'exploitation, son activité financière et son activité exceptionnelle. Car même si activités financières et exceptionnelles ne relèvent pas de l'activité principale de l'entreprise, elles ont quand même un caractère répétitif qui génère à l'entreprise de l'argent. Donc c'est tout à fait logique que dans la CAF, on va en tenir compte pour savoir si l'entreprise arrive en général à mettre de côté de l'argent. Et donc à l'excédent brut d'exploitation, on va ajouter tous les autres produits encaissables, que ce soit dans l'activité financière ou l'activité exceptionnelle. Sauf un produit qui est encaissable, c'est-à-dire qui donne lieu à une rentrée d'argent, mais quand même on ne va pas en tenir compte dans le calcul de la CAF. Et ce produit est un produit exceptionnel, il s'agit de produits de cession d'éléments d'actifs. Je vais vous expliquer ce que c'est et pourquoi on ne tient pas compte de ce produit dans le calcul de la CAF. La cession d'éléments d'actifs, c'est les ventes en fait exceptionnelles que fait l'entreprise, quand par exemple vendre une machine à la fin de son usage ou vendre un garage ou un bâtiment. Alors tout d'abord, cette activité exceptionnelle est très rare dans l'entreprise. Ça, c'est la première chose. Ce n'est pas fréquent que l'entreprise va vendre chaque année un bâtiment ou une machine. Et la deuxième raison pourquoi on ne va pas en tenir compte, parce que ces ventes souvent génèrent beaucoup d'argent qui va fausser en fait la capacité de l'entreprise à générer par sa propre activité du cash. Donc, pour ne pas fausser ce calcul, on ne va pas tenir compte de ces ventes exceptionnelles. Et puis, autre chose, cette vente exceptionnelle ne dit rien sur la capacité de l'entreprise à générer de l'argent. Je reviendrai peut-être pour expliquer tout cela en détail.
Et puis on retire de cet excédent brut d'exploitation les autres charges décaissables. Les autres charges qui sont des charges financières exceptionnelles, comme par exemple le paiement des intérêts sur les différents crédits que l'entreprise a contractés ou les différents frais liés à la justice par exemple, qui sont de nature exceptionnelle, etc. Et donc, en ajoutant à l'excédent brut d'exploitation les produits financiers et exceptionnels encaissables et en soustrayant les charges décaissables, que ce soit financières ou exceptionnelles, on arrive à notre capacité d'autofinancement. Avant de passer à cette deuxième méthode qui est intéressante également, je vais vous expliquer cette méthode sur base du schéma qui illustre les soldes intermédiaires de gestion. Je retire d'abord ces images pour votre confort visuel. Ah, c'est bien ça, confort visuel, c'est pas mal. Bien, si on regarde bien cette structure, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on part de tout ce que l'entreprise génère comme argent, représenté principalement par le chiffre d'affaires, et puis on retire des charges progressivement, et dans ce processus de réduction des différentes charges, on s'arrête simplement à des étapes clés pour illustrer un concept ou représenter une information importante par rapport à l'activité de l'entreprise. Et donc, quand on arrive à cet excédent brut d'exploitation, on arrive vraiment à la part de l'argent, de cette valeur ajoutée qui reste pour l'entreprise avant même de tenir compte de ses produits et charges qui sont de nature à ne pas provoquer de mouvement au niveau de la caisse ou de la banque de l'entreprise. Donc, financièrement parlant, ces charges et produits n'ont pas d'importance, car ça ne génère pas de flux de trésorerie. Et donc cet excédent brut d'exploitation, c'est déjà très important dans ce que représente la capacité d'autofinancement. Cette capacité d'autofinancement, c'est le flux de trésorerie potentiel de l'entreprise, mais en tenant compte de toutes ces activités, que ce soit d'exploitation financière ou exceptionnelle. Et jusqu'à ce stade de calcul, on a évalué dans cet excédent brut d'exploitation tous les produits d'exploitation encaissables et toutes les charges d'exploitation décaissables. Le mot encaissable, ça veut dire que ça peut donner lieu à une rentrée d'argent à l'entreprise. Quand par exemple la vente de marchandises, dès que la facture soit faite, on considère que l'argent de la facture appartient à l'entreprise, même si le client n'a pas encore payé cette facture. On parle d'une comptabilité d'engagement. Et donc ce qui se passe après cette OBE, à part ces charges qui ne sont pas décaissables et ces produits qui ne sont pas encaissables, et donc on n'en tient pas compte dans cette méthode qui part de l'OBE, on va chercher simplement dans ce résultat financier et résultat exceptionnel les autres charges décaissables et les autres produits encaissables. Ça va, vous avez capté cette logique? Alors, si c'est le cas, je vais vous présenter la deuxième méthode. En fait, dans cette deuxième méthode, si je reviens à mon schéma ici, au lieu de partir de l'excédent brut d'exploitation et ajouter des charges et produits financiers et exceptionnels, je vais faire le chemin inverse, c'est-à-dire je pars de ce résultat et puis ensuite à ce résultat, je vais ajouter ces charges qui ne sont pas décaissables, c'est-à-dire c'est de l'argent qui reste à l'entreprise et puisqu'on les a retirés pour calculer ce résultat, on va les ajouter pour calculer la capacité d'autofinancement car on ne les voit pas véritablement comme charge d'un point de vue financier. Et pareil pour ces produits qui ne sont pas de véritables produits qui donnent lieu à une rentrée d'argent à l'entreprise. Et comme dans ce résultat net, en fait, on a tenu compte de ces produits, au niveau de la CAF, on ne va pas en tenir compte, c'est-à-dire on va les retirer. De ce résultat, bien sûr. Et aussi, puisque dans ce résultat, il y a ce qu'on appelle des produits des cessions d'éléments d'actifs, qui est un produit exceptionnel, qui représente l'argent généré par la vente d'éléments d'investissement qui se trouvent à l'actif immobilisé, alors dans la CAF, on va en tenir compte et retirer ces produits des cessions d'éléments d'actifs. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre dans cette logique. Enfin bref, cette méthode addictive procède de la manière suivante pour arriver à la capacité d'autofinancement. Elle part du résultat net de l'exercice.
Et puis de ce résultat, on retire simplement les charges non décaissables parce qu'elles n'ont aucun impact sur les flux de trésorerie. Et pareil, on enlève les produits non décaissables. En fait, on les enlève parce qu'ils sont déjà dans le résultat de l'exercice et comme la CAF ne tient pas compte de ce type de produits, on les enlève. Et on ajoute les charges parce qu'on les a retirées pour former ce résultat. Et pareil, la CAF ne tient pas compte de ce type de charges et donc on les ajoute puisqu'on les a retirées de l'exercice. C'est-à-dire, on les ramène à la caisse de l'entreprise pour calculer la CAF. Et la même logique pour les produits des cessions d'éléments d'actifs. On les retire de l'exercice parce qu'ils sont déjà ajoutés à l'exercice, mais puisque la CAF n'en tient pas compte, on les retire de cet exercice pour arriver à la CAF. Est-ce que vous captez bien de cette manière les deux méthodes et la logique qu'il y a dans ces deux procédures de calcul? Bien, si c'est le cas, alors je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet intéressant en analyse financière. Il s'agit de ce qu'on appelle les flux de trésorerie ou en anglais le cash flow. Alors, pour vous mettre dans la situation de l'importance de cet indicateur par rapport aux autres indicateurs que j'ai abordés, j'ai parlé dans le cours précédent du passage du résultat de l'entreprise à la capacité d'autofinancement. Et vous avez bien compris, je l'espère, que le passage de ce résultat à cette capacité d'autofinancement est justifié par le fait que dans ce résultat, on prend en compte des charges non décaissables, c'est-à-dire des charges calculées qui n'ont aucun impact sur la trésorerie de l'entreprise. Ça ne donne pas lieu à une sortie d'argent de l'entreprise. Donc ces charges, on les ajoute au résultat pour calculer la CAF. Mais aussi, vous avez dans ce résultat des produits non encaissables. Alors pareil, ces produits n'ont pas d'effet sur la trésorerie de l'entreprise, donc on les retire de ce résultat pour calculer la CAF. Maintenant, avec la capacité d'autofinancement, on va faire un raisonnement un peu similaire pour passer de la CAF au flux de trésorerie. Alors les flux de trésorerie reflètent bien l'argent qui circule véritablement dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'avec cet indicateur, on va suivre l'argent qui rentre effectivement dans l'entreprise et l'argent qui sort effectivement de l'entreprise. Parce qu'au niveau de la CAF, vous avez des charges décaissables, mais qui ne sont pas encore décaissées, c'est-à-dire qui ne sont pas encore payées par l'entreprise. Et vous avez aussi des charges qui sont véritablement décaissées, c'est-à-dire payées véritablement par l'entreprise. Alors seules ces charges décaissées ont un impact sur les flux de trésorerie, mais pas les charges qui ne sont pas encore réglées. Et vous avez aussi au niveau de la CAF des produits encaissables et des produits véritablement encaissés. Alors, dans ce cas aussi, seuls les produits encaissés sont pris en compte dans le calcul des flux de trésorerie. En fait, ces trois indicateurs sont importants, mais il faut saisir et savoir ce qui cache derrière comme information pour une meilleure interprétation et un meilleur usage dans l'évaluation de l'activité de l'entreprise. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous expliquer ce passage de la CAF au flux de trésorerie et voir de quelle manière ça se présente dans l'entreprise et ça se calcule. Mais juste avant cela, je viens d'avoir juste une idée pour vous représenter ces trois indicateurs d'une manière schématique. C'est comme si, par exemple, vous avez trois cercles. Le premier, ça représente le résultat de l'entreprise. Le deuxième, ça représente la capacité d'autofinancement. Et le dernier cercle, ça représente le cash flow. Pour passer de ce résultat à la CAF, il faut éliminer de ce résultat tout ce qui est charges et produits calculés. Le grand cercle, c'est le résultat et le deuxième, c'est la CAF. Les charges et produits calculés sont des charges et produits justement uniquement calculés et n'ont aucun impact sur les rentrées et sorties d'argent de l'entreprise. Alors maintenant, pour passer au petit cercle qui représente le cash flow ou bien les flux de trésorerie, il faut éliminer de cette capacité d'autofinancement toutes les charges et produits qui ne sont pas encore payés.
Dès que ce paiement intervient, s'il s'agit des produits, ça va faire agrandir ce cercle de cash flow, car l'argent va augmenter la trésorerie de l'entreprise. Et à l'inverse, quand on paye une charge, ce cercle va se rétrécir, car il y aura une sortie d'argent de la trésorerie et donc qui va diminuer les flux de trésorerie. Je vais vous présenter ce problème dans un autre schéma pour voir un petit peu comment ça se produit le passage de la capacité d'autofinancement au flux de trésorerie. Et donc ce qui va aboutir à mettre en place la formule générale utilisée en finance pour calculer les flux de trésorerie. Pour cela, je vais prendre un exemple pratique d'une entreprise qui fabrique des chaises. Et donc, je vais suivre ce processus depuis l'achat des matières premières au fournisseur jusqu'à la vente de cette chaise au client final. Un client doit être plus grand que la chaise. Bien, on va mettre les personnages ici à côté et on va créer de l'espace entre cette chaise-là qui va être vendue à ce client et cette matière première achetée à ce fournisseur. Je mettrai plutôt plus haut tout ça, le client aussi. D'abord, ce que fait l'entreprise, elle achète ce bois à ce fournisseur. Et bien, à partir de cet achat de matières premières jusqu'à la vente et l'encaissement de l'argent du client, on va avoir 4 étapes importantes. À l'achat de ce bois, l'entreprise va recevoir la facture dans le compte de résultat. L'enregistrement de cette charge au compte de résultat va réduire le résultat de l'entreprise de la somme de cette charge. Mais l'argent de cet achat reste dans l'entreprise pendant un certain délai accordé par le fournisseur. On va dire à titre d'exemple que c'est 30 jours. Donc l'entreprise reçoit cette matière première qui va être stockée. Donc la première étape, c'est le stock de matières premières. Après, ces matières premières vont subir des modifications, ce qui donnera lieu à un stock des encours. Et après ce stock, vous avez le délai des stocks des produits finis, représenté par cette chaise fabriquée. Et on va supposer que l'achat de cette chaise intervient ici, à cette date-là. Pour l'entreprise, il s'agit d'une vente, donc ici on va encoder la vente dans le compte de résultat. À ce moment-là, l'entreprise enregistre une augmentation du résultat de l'entreprise de la somme de cette vente. Mais l'argent de cette vente ne sera pas payé tout de suite par le client s'il dispose d'un délai de paiement qu'on ajoute ici. Ce délai, on va l'appeler créance client. Je vais mettre à titre d'exemple que ce délai est de 40 jours. De la même manière, on va supposer que le stock de matières premières dure 20 jours, le stock des encours, on va dire 20 jours encore, et le stock de produits finis, on va mettre 30 jours. Alors, à votre avis, dans cet exemple que j'espère que vous avez très bien capté, quand est-ce que cette charge décaissable est décaissée? Ou bien, en d'autres termes, quand est-ce que cet argent-là de cette charge sort de l'entreprise? C'est simple, c'est à la fin de ce délai accordé par le fournisseur. Donc là, vous avez la trésorerie de l'entreprise qui diminue à la suite de ce décaissement. Et encore la deuxième question, quand est-ce que l'entreprise va encaisser l'argent de cette vente? Ce n'est pas ici au moment de l'achat, mais bien à la fin de ce délai de 40 jours. Donc pareil, à la fin de ce délai, vous avez la trésorerie de l'entreprise qui augmente à la suite de cet encaissement. Vous voyez ici le problème qui se présente à l'entreprise, c'est ce décalage entre le moment de recevoir l'argent du client et le moment où il doit payer la facture au fournisseur. L'entreprise doit avancer d'abord l'argent au fournisseur pour acheter la matière première avant même de recevoir de l'argent de ce client. Et ce décalage entre les encaissements et les décaissements, c'est bien ce que représente ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement. Et on peut le représenter en jours. Dans ce cas, ça représente tout ce délai de 40 jours plus 30 plus une partie de ces 20 jours. Alors les flux de trésorerie ne s'intéressent qu'à ces moments de décaissement et encaissement qui impactent la trésorerie de l'entreprise. Et la capacité d'autofinancement s'intéresse au moment où une charge est déclenchée et au moment où une vente est enregistrée aussi. Là, on parle de charges décaissables et là, on parle de produits
encaissables. Et en général, les flux de trésorerie n'est rien d'autre en fait que la CAF moins la variation de ce besoin en fonds de roulement. D'année en année, on peut suivre cette évolution de la trésorerie au travers cette formule flux de trésorerie, très connue aussi sous le nom de cash flow, égale la CAF, la capacité d'autofinancement, moins la variation du besoin en fonds de roulement. Alors, avant de vous donner un exemple illustratif de cette formule, il faut savoir que ce BFR illustre bien l'argent dont l'entreprise a besoin pour faire fonctionner son cycle d'exploitation. Si cette variation augmente d'une année à l'autre, c'est que l'entreprise a besoin de plus d'argent pour alimenter son cycle d'exploitation. Et donc cette augmentation du besoin d'argent diminuée de la capacité d'autofinancement donnerait les flux de trésorerie. Et à l'inverse, si cette variation d'une année à l'autre de ce BFR baisse, c'est que l'entreprise a besoin de moins d'argent pour faire fonctionner son cycle d'exploitation, ce qui va donner un flux de trésorerie plus élevé. Je vais vous donner un exemple chiffré pour bien saisir cette formule. Je prends un exemple d'une entreprise commerciale qui achète et vend des marchandises sur le marché. Dans cet exemple, pour illustrer la variation du besoin en fonds de roulement, je prends l'année N-1 et l'année N. Par exemple, cette année et l'année d'avant. On va dire que pendant cette année, l'entreprise a réalisé des ventes de 200 et des achats de marchandises 130. Tout ça, c'est au niveau du compte de résultat, mais au niveau du bilan, on va prendre simplement les créances clients et les dettes fournisseurs. Pour les créances clients, on va dire que ça passe de 30 à 50 et dettes fournisseurs de 40 à 10. Bien sûr, ici, ces données viennent du compte de résultat. On va mettre ici CPC et ces données viennent du bilan. Alors, à la fin de l'année, si on suppose que l'entreprise n'a effectué que ces deux opérations dans le compte de résultat, elle réalisera un bénéfice de 200 moins 130. Cela donne en français 70. Alors, ce bénéfice de 70 ne signifie pas que la banque de l'entreprise augmente de 70. Pour savoir de combien ça varie la trésorerie de l'entreprise, il faut tenir compte de la variation du BFR. Ce 50 au bilan, ça signifie qu'il y a des clients qui n'ont pas encore réglé leur facture dont le total est de 50. Et pareil, ce 10 fournisseurs, ça signifie qu'il y a encore des factures qui ne sont pas encore réglées aux fournisseurs, de l'ordre de 10. Si je ne tiens compte que de ces deux éléments, on va dire que ce 70 est impacté par ce qui n'est pas encore réglé par les clients, mais aussi par l'argent des fournisseurs que l'entreprise garde toujours, ce qui donne 30. S'il n'y avait que cette année-là, on va dire que la trésorerie augmente de 30 et le résultat de 70. Mais dans ce cas, on doit tenir compte également des factures non réglées de l'année passée, qui sont réglées cette année-là. Donc dans ce cas, à ce 30, on va ajouter ce 30 qui était là avant, payé par les clients cette année-là, N. Je vais donc l'ajouter à 30. Et je vais réduire aussi cette dette de l'année passée qui est réglée aussi cette année-là. Moins 40. Et tout ça, ça donne plus 20. Et ce plus 20, ça représente bien le flux de trésorerie. Et vous allez voir que si j'applique la formule flux de trésorerie égale la CAF moins la variation du BFR, on applique la CAF, c'est bien le résultat ici de 70. Dans ce cas, ce résultat et la CAF, c'est la même chose parce que dans ces charges et produits, il n'y a pas d'amortissement aux provisions. Alors, on applique dans la formule. Vous avez la CAF de 70. Et puis, la variation de BFR. Cette variation, c'est simplement le BFR de cette année, N, moins le BFR de l'année passée, N-1. Le BFR de l'année N, c'est la différence entre les créances et les dettes fournisseurs.
Donc je vais noter dans la formule, moi, j'ouvre la parenthèse, je calcule le BFR de l'année N, à savoir 50 moins 10. Donc ça c'est le BFR de l'année N, moins le BFR de l'année N moins 1 pour faire la variation de BFR, qui est simplement 30 moins 40. Vous avez 30 moins 40 ici. Je ferme la parenthèse. Donc tout ça, c'est la variation du BFR, c'est-à-dire le BFR de l'année N moins le BFR de l'année N-1. Maintenant, on va calculer. Égal 70 moins 50 moins 10, ça fait 40. J'ouvre la parenthèse ici. 30 moins 40, ça fait moins 10. Avec ce moins à l'extérieur, ça fait plus 10. Je ferme la parenthèse. Et tout ça, donc, ça donne un flux de trésorerie de 70 moins 50, ça fait 20. Et ce 20, c'est la même chose que ce que j'ai calculé ici autrement. Je ne sais pas si cet exemple simple, ça clarifie un peu cette formule largement utilisée en finance. Alors maintenant, il faut savoir que ce qu'on vient de calculer, c'est bien ce qu'on appelle le flux de trésorerie d'activité, ce qui représente la variation de la trésorerie issus des opérations d'exploitation. Vous avez aussi ce qu'on appelle des flux de trésorerie d'investissement. Et cela représente la variation de la trésorerie, mais non pas d'exploitation, mais plutôt d'investissement. Et vous avez aussi ce qu'on appelle flux de trésorerie financier. Et ces flux résultent de la variation de la trésorerie liée aux opérations financières. Et ces trois types de flux peuvent être résumés dans un tableau de flux de trésorerie qui résume globalement les flux de la trésorerie en mettant bien en évidence la distinction entre ce qui relève de l'exploitation de l'entreprise, ce qui relève des investissements de l'entreprise et ce qui relève des opérations financières de l'entreprise. Mais le flux de trésorerie qui reste le plus intéressant à suivre et à calculer, c'est le premier que je viens de vous présenter en détail.